Bonsoir, je reprends donc mes réflexions dans le fil de ce que j'ai commencé à exposer ce matin, à savoir l'impact sur la société française du premier conflit mondial, et après vous avoir dit mon désarroi de manière, je crois, non diplomatique, mais au moins ça aura le mérite de la clarté pour tout le monde. Euh, avec cette idée clé d'analyse que, bien évidemment, le fait que le conflit tourne de façon non prévue, c'est la clé d'explication. Et je voudrais donc passer peut-être un assez long moment à analyser en détail ce qu'il faudrait mettre, je crois, comme moment très important, ce qui se passe en France en 1917. Sur le plan militaire, je décris très sommairement, puis les mots sont impuissants à le décrire, ce qui s'est joué à Verdun. J'ai fait allusion aux révolutions russes, j'ai fait allusion à l'entrée en guerre des États-Unis, j'ai fait allusion aux conséquences géostratégiques, n'est-ce pas, que ces données entraînent. En 1917, la société française va voir s'effondrer le consensus relatif par lequel elle avait jusque-là accepté cet effort de guerre, au point que, en novembre 1917, on va aller rechercher un vieillard, mais qui, par son énergie, par son rôle historique, symbolise cette volonté de se battre jusqu'au bout, Georges Clemenceau. En 1917, ce qui s'est passé en Russie aurait pu se passer ailleurs. Je m'explique. Si sur le plan militaire, Pétain comprend très bien, après la boucherie de Verdun, qu'il faut se cantonner à une stratégie défensive, parce que précisément à terme, l'arrivée des Américains permettra probablement de modifier en faveur des Alliés le rapport de force. Il faut tenir donc. S'il comprend très bien qu'on ne peut pas continuer dans ces bains de sang d'une hypothétique percée du front adverse, et s'il va en retirer, peut-être à tort d'ailleurs, une forme de bienveillante paternité vis-à-vis des soldats, qu'il économiserait ainsi. C'est peut-être pas par hasard que dans son message où il annonce qu'il faut cesser le combat le 17 juin 1940, il prend bien soin de préciser « sûr de l'affection des anciens combattants que j'ai eu l'honneur de commander ». En fait, en 1917, là, c'est clair que la façon de contrôler la société ne marche plus. D'abord, parce que vous avez des soldats qui se mutinent. Je pense que vous auriez tout intérêt à réfléchir sur la signification de ces mutineries, symbolisées par la très belle chanson, la chanson de Craonne. Oh, si j'étais en forme, je vous en mettrais un enregistrement en ligne, après tout. Après tout. Pourquoi pas?
Tout dépend à quelle heure je finis, et voir techniquement comment je peux faire. Oui, il y a des régiments qui se mutinent. Vous imaginez bien ce que cela signifie. Des soldats qui refusent de continuer à se laisser massacrer. Parce que ça sert à rien. Pas parce qu'ils sont lâches. Pas parce que ce sont de mauvais Français. Et vous aurez des soldats qui seront fusillés par les Français. Pour l'exemple. Alors, des condamnations à mort seront prononcées. Je viens d'y faire allusion. Moi, et je me fonde sur un certain nombre de travaux, ce n'est pas une lubie personnelle, je dis que c'est un peu facile de dire que Pétain a tenté de limiter la répression. Il a été extrêmement habile dans cette affaire-là, mais néanmoins, il y a eu des exécutions et personnellement, j'ai estimé que lorsqu'à la fin des années 1990, on a intégré à la mémoire nationale le souvenir des fusillés pour l'exemple, on a quand même rendu une certaine forme de justice. Que signifie donc concrètement l'ampleur de cette crise liée aux mutineries? Ça signifie que le consensus politique qu'on avait appelé l'union sacrée, par lequel ce consensus, donc, ceux qui avaient dit avant la guerre qu'ils s'y opposeraient, ont, comme les autres, accepté, dès les obsèques de Jean Jaurès, qui avait payé de sa vie, je vous le rappelle quand même, son engagement pour la paix, les socialistes, la CGT, ne se sont pas opposés. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas. En tout cas, ils ne se sont pas opposés. Il n'y a que quelques personnalités, pas beaucoup. Je pense à cet écrivain méconnu aujourd'hui, Romain Rolland, qui va s'exiler en Suisse. Ça avait tant bien que mal tenu. En 1917, ça éclate. Et donc, le pays, épuisé, hébété, traumatisé par l'ampleur du sang versé, cette boucherie sanguinolente abominable, se fracture. Le Parti socialiste donc dit qu'il quitte l'Union sacrée, ne soutiendra plus le gouvernement, donc une crise politique, assez du piétinement des institutions parlementaires et d'un comité secret qui, au nom des exigences stratégiques de la défense nationale, confisquait le pouvoir. On est passé quand même sur une ligne de crête très proche où les choses eussent pu basculer. Et là, quoi qu'on pense de l'individu, du bonhomme, mais l'appel au vieux Georges Clemenceau, qui va faire sa déclaration ministérielle le 20 novembre 1917, conjugué à Pétain, à l'état-major, et je viens de dire combien la position de Pétain était aussi à nuancer plus que ce que l'on fait habituellement, parce que effectivement, quand on le compare au Boucher, qui savait lancer 10 fois de suite des offensives
inutile et mortifère. C'est facile d'apparaître comme quelqu'un, entre guillemets, de raisonnable, lors même que sa doctrine se résume dans une formule: j'attends les Américains et les chars, car le char de combat a fait son apparition. D'abord à l'initiative des Anglais, d'où le nom de tank, réservoir roulant, mais la formule j'attends les Américains et les chars montre quand même clairement que dans l'état d'épuisement de la nation et des combattants, dont les mutineries ont attesté, bon, on ne peut pas continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous avez aussi, je pourrais m'étendre longuement là-dessus, des mouvements de grève. Je pense aux fameuses grèves des munitionnettes, le terme de munitionnette caractérisant ces femmes envoyées on pensait pour quelques semaines au départ, pour faire de la main-d'œuvre dans les usines d'armement. Donc, un climat très très difficile. Et avec, dans cette crise politique-là, une volonté de réprimer très sérieusement et de museler les oppositions. Et quand je dis museler les oppositions, c'est-à-dire pas seulement celles qui vont s'inspirer de la révolution russe, et qui, comme toujours, sont présentés comme de mauvais Français là-dessus. Non. Non. Des hommes éminents qui avaient joué un rôle très important, comme Malvy ou Caillot, vont être traduits en haute cour de justice pour avoir estimé tout simplement que peut-être le moment était venu de commencer à négocier. La papauté qui s'était prudemment tue la tartufferie innommable, cachait ce sein que je ne saurais voir. La papauté lance des appels à la médiation fin 1916. Quand en la fin 1916, le vieil empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph, finit par mourir, je vous en ai parlé. J'en ai même fait un des éléments décisifs de la stratégie jusqu'au-boutiste allemande après l'attentat de Sarajevo. C'est pas pour rien. Son successeur, le pacifiste et débonnaire archiduc Charles, qui a remplacé, par la force des choses, son frère défunt, qui lui avait été élevé, éduqué dans les académies militaires prussiennes. Charles, il veut lancer des médiations aussi. On en a ras-le-bol de la guerre. Et la France ne passe pas très loin de ce ras-le-bol. Alors, une fois n'est pas coutume, mais après tout, dans la nouvelle philosophie jusqu'au-boutiste qui m'anime, je vais vous en donner une lecture intégrale, c'est pas très long. C'est la manière dont Georges Clemenceau va se présenter devant le Parlement. J'ai dit ce matin, et je le répète, il y a, je crois, dans la formation des citoyens, des textes que l'on doit connaître par cœur. Peut-être que l'ordre de bataille de Joffre à la bataille de la Marne en fait partie. Le discours de Jaurès à Vèze, le 25 juillet 1914, en fait partie. Et de la même manière, le discours de Georges Clemenceau, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui mérite d'être écouté avec respect. Donc le 20 novembre 1917, il s'adresse à la représentation nationale. Et voici ce qu'il dit. Je cite : « Messieurs,
Nous avons accepté d'être au gouvernement pour conduire la guerre avec un redoublement d'efforts en vue du meilleur rendement de toutes les énergies. Nous nous présentons devant vous dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Nous voudrions que la confiance dont nous vous demandons le témoignage fût un acte de confiance en vous-même, un appel aux vertus historiques qui nous ont fait Français. Jamais la France ne sentit si clairement le besoin de vivre et de grandir dans l'idéal d'une force mise au service de la conscience humaine. Dans la résolution de fixer toujours plus de droits entre les citoyens comme entre les peuples capables de se libérer. Vaincre pour être juste. Voilà le mot d'ordre de tous nos gouvernements depuis le début de la guerre. Ce programme à ciel ouvert, nous le maintiendrons. Nous avons de grands soldats, d'une grande histoire, sous des chefs trempés dans les épreuves, animés au suprême dévouement, qui firent le beau renom de leurs aînés. Par eux, par nous tous, l'immortelle patrie des droits de l'homme, maîtresse de l'orgueil des victoires, poursuivra dans les plus nobles ambitions de la paix le cours de ses destinées. Et là, je vous demande vraiment d'écouter. Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Ils veulent qu'aucune de nos pensées ne se détourne d'eux, qu'aucun de nos actes ne leur soit étranger. Nous leur devons tout, sans aucune réserve. Tout pour la France saignante dans sa gloire, tout pour l'apothéose du droit triomphant. Un seul devoir est simple: demeurer avec le soldat, vivre, souffrir, combattre avec lui, abdiquer tout ce qui n'est pas de la patrie. L'heure nous est venue d'être uniquement Français, avec la fierté de nous dire que cela suffit. Et de fait, Clémenceau, après tout, on fait dans la pédagogie, donc une photo du vieux Clémenceau, le tigre qui va dans les tranchées, au péril de sa vie. Et il continue, droit du front, devoir de l'arrière, qu'aujourd'hui, tout donc soit confondu. Que toute zone soit de l'armée. S'il doit y avoir des hommes pour retrouver dans leur âme de vieilles semences de haine, écartons-les. Alors évidemment, là, on peut toujours s'interroger sur qui ils visent, et je faisais allusion tout à l'heure à Malvy et Caillot. Je continue, parce que ce discours doit être cité en entier. Toutes les nations civilisées sont engagées dans la même bataille contre les formations modernes des vieilles barbaries. Avec tous nos bons alliés, nous sommes le roc inébranlable d'une barrière qui ne sera pas franchie, au front de l'Alliance, à toute heure et partout. Rien que la solidarité fraternelle, le plus sûr fondement du monde à venir. Champ clos des idéals. Notre France a souffert pour tout ce qui est de l'homme, ferme dans les espérances puisées aux sources de l'humanité la plus pure. Elle accepte de souffrir encore pour la défense du sol des grands ancêtres, avec l'espoir d'ouvrir, toujours plus grande, aux hommes comme au peuple, toutes les portes de la vie. La force de l'âme française est là. C'est ce qui meut notre peuple au travail comme à l'action de guerre. Ces silencieux soldats de l'usine, sourds aux suggestions mauvaises, ces vieux paysans courbés sur leurs terres, ces robustes femmes au labour,
Ces enfants qui leur apportent l'aide d'une faiblesse grave, voilà de nos poilus qui plus tard, songeant à la grande œuvre, pourront dire comme ceux des tranchées, j'en étais. Avec cela aussi, nous devons demeurer, faire que, pour la patrie, dépouillant nos misères, un jour nous nous soyons aimés. S'aimer, ce n'est pas se le dire, c'est se le prouver. Cette preuve, nous voulons essayer de la faire. Pour cette preuve, nous vous demandons de nous aider. Peut-il être un plus beau programme de gouvernement? Il y eut des fautes, n'y songeons plus que pour les réparer. Hélas, il y a eu aussi des crimes contre la France qui appellent un prompt châtiment. Nous prenons devant vous, devant le pays qui demande justice, l'engagement que justice sera faite selon la rigueur des lois. Ni considération de personne, ni entraînement de passion politique. Ne nous détournerons du devoir, ni ne nous le ferons dépasser. Trop d'attentats se sont déjà soldés sur notre front de bataille par un surplus de sang français. Faiblesse serait complicité. Nous serons sans faiblesse comme sans violence, tous les inculpés en conseil de guerre, le soldat au prétoire, solidaire du soldat au combat, plus de campagne pacifiste, plus de menées allemandes, ni trahison, ni demi-trahison, la guerre, rien que la guerre. Nos armées ne seront pas prises entre deux feux, la justice passe, le pays qu'il est défendu. Et cela dans la France libre toujours. Nous avons payé nos libertés d'un trop grand prix pour en céder quelque chose au-delà du soin de prévenir les divulgations, les excitations dont pourrait profiter l'ennemi. Une censure sera maintenue des informations diplomatiques et militaires, aussi bien que de celles qui seraient susceptibles de troubler la paix civile. Cela jusqu'aux limites du respect des opinions. Un bureau de presse fournira des avis, rien que des avis, à qui les sollicitera. En temps de guerre, comme en temps de paix, la liberté s'exerce sous la responsabilité personnelle de l'écrivain. En dehors de cette règle, il n'y a qu'arbitraire et anarchie. Messieurs, pour marquer le caractère de ce gouvernement dans les circonstances présentes, il ne nous a pas paru nécessaire d'en dire davantage. Les jours suivront les jours. Les problèmes succéderont aux problèmes. Nous marcherons du même pas avec vous aux réalisations dont la nécessité s'impose. Nous sommes sous votre contrôle. La question de confiance sera toujours posée. Nous allons entrer dans la voie des restrictions alimentaires à la suite de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Amérique elle-même, admirable d'élan. Nous demanderons à chaque citoyen de prendre toute sa part de la défense commune, de donner plus et de consentir à recevoir moins. L'abnégation est aux armées. Que l'abnégation soit dans tout le pays, nous ne forgerons pas une plus grande France sans y mettre de notre vie. Et voici qu'à la même heure, quelque chose de notre épargne par surcroît nous est demandé. Si le vote qui conclura cette séance nous est favorable, nous en attendons la consécration par le succès complet de notre emprunt de guerre, suprême attestation de la confiance que la France se doit à elle-même quand on lui demande pour la victoire, après l'aide du sang, l'aide pécuniaire dont la victoire sera la garantie. Et il conclut de manière magistrale.
Messieurs, cette victoire, qu'il nous soit permis à cette heure de la vivre par avance, dans la communion de nos cœurs, à mesure que nous y puisons plus et plus d'un désintéressement inépuisable qui doit s'achever dans le sublime essor de l'âme française au plus haut de ses plus hauts espoirs. Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales d'acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés des obus, magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau de notre race après tant d'autres, il est en notre pouvoir de le faire. Pour les résolutions sans retour, nous vous demandons, messieurs, le sceau de votre volonté. C'est pas par souci de grandiloquence, c'est pas pour étaler une culture. Quand je dis que chaque étudiant devrait le connaître par cœur, c'est parce que la force de Clémenceau, dans un climat où, je le répète, tout était possible. La force de Clémenceau, c'est par la magie du verbe, la capacité à entraîner une adhésion majoritaire. Sur le fond, je suis en total désaccord avec Clémenceau. Je ne trouve que c'est un procès politique ignoble que de traduire en haute cour de justice Malvy ou Caillot. Je trouve que ceux qui ont fait la révolution ou les révolutions russes méritent un petit peu plus de respect que ce que leur accorde Clémenceau. Mais quoi qu'il en soit, je trouve dans ce type de déclaration quelque chose qui s'appelle tout simplement de la grandeur. Et je me dis, je m'éloigne évidemment de ma fonction, mais après tout, au point où j'en suis, c'est pas très grave. Je trouve que dans les crises que nous connaissons, qui sont évidemment pas comparables, mais qui impactent aussi fortement nos sociétés, je trouve que l'on souffre cruellement de ne pas avoir de personnage à cette hauteur-là. Donc, Clémenceau sur le plan politique, Pétain avec toutes les limites, et je me permets d'insister, parce que entre la réalité et la légende, il y a toute la marge qui conduira à l'adhésion massive du peuple de France à Pétain en 1940, y compris, parce qu'on peut toujours discuter de savoir si une autre politique était possible après le désastre en mai-juin 40. C'est le seul point sur lequel je suis gaulliste intégral, c'est que De Gaulle a démontré que oui. Même s'il a eu après le tort, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard, de prétendre incarner à lui seul la résistance française. Parce que la résistance française fut d'abord le fait de Français. Et je veux encore rendre hommage
à Daniel Cordier qui, à l'âge de 100 ans, nous a quittés et dont je pense que là aussi vous tireriez tout bénéfice à lire les livres, notamment alias Caracalla, le nom de son pseudonyme, La République des catacombes, où il y a des pages non seulement poignantes, mais qui, mieux que tous travaux d'historien pur, permettent de comprendre ce que fut la résistance en France, puis sa somme malheureusement inachevée sur Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon. J'en reviens donc à la Première Guerre mondiale. Vous tolérez, enfin, c'est virtuel, donc le tabac ne fait de mal qu'à moi. Il est un peu tard, et j'ai commencé tôt, et entre-temps je suis allé à une réunion à Toulouse, puis une autre à la préfecture, à Ariège. Voilà. Les élus, ça travaille. Hein. Je sais que c'est de bon ton de dire tous pourris. Attendez. Je voudrais donc maintenant achever cette présentation rapide sur le reste. Dans tout état de cause, pour vos dossiers, là, pour les volontaires sur l'impact sur la Première Guerre mondiale, 1917, vous me le marquez, hein, parce que sinon je serais en droit de conclure que vous n'avez pas compris grand-chose à la problématique du sujet. Le résultat, tout ça, c'est qu'en 1918, les choses vont se passer comme inscrites dans les faits depuis 1917. Un retour à la guerre de mouvement sitôt que les troupes allemandes de l'Est européen sont massivement déplacées sur le front occidental. Retour à de grandes offensives massives. D'abord à Artois, massive. Et là, ce qui n'avait jamais été réalisé depuis l'automne 1914 se produit, le front éclate. Stratégiquement, les Allemands attaquent à la jonction des troupes françaises et britanniques. Il n'y a pas de commandement interallié. Une percée comme on ne l'a pas connue pendant les 3 années précédentes. Rétablissement du front face à ce premier coup de boutoir, au point que les Anglais acceptent ce qu'ils n'avaient jamais accepté depuis 1914, c'est-à-dire un commandement interallié placé sous les ordres du maréchal Foch, c'est-à-dire que l'armée britannique de French, ça ne s'invente pas French, il s'appelle French, le chef du corps expéditionnaire britannique en France depuis 1914, accepte d'être placé sous commandement français pour qu'il y ait une harmonisation et que ce genre d'événements ne se reproduise plus. Puis, je vais très vite, mais bon, vous comprendrez ce que ça veut dire. Nouvelle offensive en Champagne, direction la Marne, direction Paris. Et là aussi, l'avancée allemande est impressionnante. Mais il n'arrive pas à prendre Paris. Le front est stabilisé et courant juillet 1918, les troupes américaines interviennent enfin en nombre
Alors un dernier effort, c'est ce qu'on appelle donc cette seconde bataille de la Marne. Et là, la contre-offensive française, et je répète, grâce au renfort américain, enraye tout cela au point que début août 1918, l'état-major allemand parle de jour de deuil pour l'armée allemande. Ils ont compris, c'est fini. Et du point de vue allemand, la question va se poser de on a perdu. On a jeté tous nos efforts dans ces coups de boutoir que je viens de vous décrire très sommairement. Ça a foiré. Comment on sort de la guerre? Et ce que je dis n'est pas tout à fait anecdotique. Il était pensable, c'est évident à partir du mois d'août, il était pensable de faire la paix, de proposer un armistice, d'arrêter, on a perdu, très bien. C'est la loi de la guerre, on a perdu. Mais l'état-major allemand et Guillaume II ont à tenir compte avec un pays qui a énormément souffert. Clémenceau parle des pénuries alimentaires, mais il faut bien voir que la domination britannique sur les mers fait que l'Allemagne a été totalement affamée par la politique de blocus. Donc, l'état-major allemand, conjugué à la volonté de Guillaume II, vont entraîner la poursuite de la guerre jusqu'à l'automne 1918. Militairement, ça n'a plus de signification. Ça n'a plus de signification. Mais c'est un enjeu politique. Les Allemands n'accepteront de demander l'armistice que quand il devient évident que le combat va se transporter en Allemagne. N'oubliez jamais cela. On ne s'est jamais battu sur le territoire allemand depuis 1914. Ou alors on peut admettre que les premières villes lorraines et alsaciennes reprises par les Français en 1914, très temporairement pour certaines, étaient des villes allemandes. J'aurais du mal à me convaincre, mais ça c'est un autre débat. Donc, la continuation de ce massacre. Et si vous ne me croyez pas, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi l'armistice étant signé finalement officiellement à 5h15 du matin, le 11 novembre, 11e jour du 11e mois de la 4e année de la guerre. L'armistice n'entrant en vigueur que à 11h du matin, 11e jour, 11e heure du 11e jour du 11e mois de la 4e année de la guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi les pertes enregistrées entre 5h15 du matin et 11h, je crois que le dernier mort de la guerre, du côté français, il meurt à 10h55. C'est pas le dernier, hein, il y a un Américain qui meurt à 10h59. Et si on fait le total des pertes estimées dans cette matinée du 11 novembre 1918,
on atteint des chiffres qui sont quand même colossaux en termes de blessés et de morts, et que certains historiens ont rapproché du nombre des pertes subies par les Alliés lorsqu'ils débarqueront en Normandie le 6 juin 1944. Alors pourquoi les Allemands, qui ont perdu la guerre, ils le savent, dès lors que l'état-major dit jour de deuil de l'armée allemande et prévient Guillaume II, c'est foutu, ils savent que c'est fini. C'est parce que en Allemagne, l'état-major et Guillaume II ne veulent pas perdre le pouvoir. L'idée que je suis en train de vous mettre en place, c'est que va naître l'idée saugrenue que l'Allemagne a été poignardée dans le dos par la révolution qu'elle va connaître. Qu'elle n'a pas perdu militairement, et comment vous voulez administrer la preuve à une opinion publique qui n'a pas vu un seul soldat allié sur son territoire pendant les 4 années de guerre? C'est tout le quart nord-est de la France qui a été ravagé. Et dans leur retraite, d'ailleurs, les Allemands, il n'y a pas de petits bénéfices, inondent les mines de charbon du nord de la France pour éviter que la France ne puisse se reconstruire. Se met donc en place cette mystique de l'ennemi intérieur qui a poignardé l'Allemagne dans le dos. Et quand, malgré tous ces calculs, Guillaume II n'a pas d'autre choix que d'abdiquer, le 8 novembre 1918, ce sont des socialistes qui prennent le pouvoir en Allemagne. Et puis il y a d'autres socialistes qu'on appelle les spartakistes qui vont s'agiter et qui, comme Lénine, veulent transformer la guerre et la défaite militaire en processus révolutionnaire. Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, ce sont peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Et donc c'est de ce choix stratégique de continuer le combat d'août 14 à novembre 14, mu uniquement par une arrière-pensée, que date la mise en place d'un complexe d'explications pour lequel, pour l'Allemand moyen, l'Allemagne n'a pas perdu, mais a été trahie de l'intérieur. Et c'est toute l'argumentation qui, dans un climat de déstructuration de la société, et ça, cette fois, ça sera les conséquences de la crise des années 30, et nous expliquerons pour quelle raison, parce que ça aussi, ça touche la société française. Ça vous met en place toute la représentation mentale qui légitime la propagande sur laquelle un petit caporal de cette Première Guerre mondiale, même pas allemand, autrichien, on dirait un petit caporal de Bohême, de façon un peu méprisante, qui a fait une guerre courageuse. C'est la seule chose qu'on peut lui reconnaître. J'ai oublié son nom, il n'est pas très important dans l'histoire. Je crois qu'il s'appelait Adolf Hitler. Voilà les opérations militaires. J'entends bien, je le répète, que c'est pas... Je ne fais pas un cours d'histoire militaire sur la Première Guerre mondiale. Je le déplore par beaucoup d'aspects parce que c'est passionnant. Et ça éclaire beaucoup d'aspects. Mais, voilà, sans ces données militaires que j'ai résumées, et je vous demande de bien vouloir considérer que je ne suis allé qu'à l'essentiel. Vous ne pouvez pas comprendre quoi que ce soit à l'impact de cette guerre
sur la société française. Un mot pour conclure, et je l'évoquerai, j'espère, demain matin, si j'ai le courage de me lever tôt, sinon ça sera demain soir. Mon emploi du temps, impérativement que ce soit tôt demain matin. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un malentendu fondamental. L'Allemagne estime qu'elle a été trahie de l'intérieur, qu'elle n'a pas perdu la guerre. Mais du côté des Alliés, c'est pas mieux. Le président américain Woodrow Wilson, qui en avril 1917, après bien des tergiversations dont je vous ai donné les causes profondes, avait choisi d'entrer en guerre parce que tout simplement, la pression de la guerre sous-marine à outrance allemande menaçait les intérêts allemands. Et que les Allemands ont commis une superbe maladresse en demandant aux Mexicains de bien vouloir faire la guerre aux États-Unis. La dépêche Norman, bon, on trouvait ça partout, on n'a pas besoin de moi pour le comprendre. Apparemment, le président Wilson a publié des points précis. On appelle ça les 14 points de Wilson pour bâtir une Pax Americana de l'après-guerre. Même si les Américains ont joué le rôle de renfort décisif à compter de juillet 1918, comme je viens de vous le rappeler. Les Américains qui n'ont pas connu l'ampleur de la catastrophe que nous avons vécue, nous, la France. Leur Pax Americana est une paix que l'on présente toujours comme étant une paix juste pour éviter toute nouvelle guerre, etc. Mais c'est une analyse extrêmement superficielle. C'est une paix aux intérêts des États-Unis. Et donc, si le 11 novembre c'était une immense victoire qui a coûté trop cher, il se profile une difficulté majeure sur laquelle je vais intervenir dans la prochaine vidéo. C'est que les Alliés ne sont d'accord sur rien, sur la façon de faire la paix. Et peut-être qu'à force de ne pas prendre en considération les vues des Alliés, pour une raison toute simple que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Les conceptions américaines de la paix, prétendument fondées sur une logique, n'est-ce pas, d'une paix juste, mais qui garantit les intérêts américains. Les contradictions de cette paix, parce qu'on va aboutir dans une négociation à une cote mal taillée, je vais vous expliquer pourquoi, dans la prochaine vidéo, c'est en germe l'idée que rien ne sera résolu et que ça donnera quelque chose qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je m'arrête là parce que pour aujourd'hui, vous avez 2 vidéos. Je vous remercie de votre attention et donc à la prochaine.